Bonsoir Fabrice. Merci d'être avec nous pour parler de ces sujets importants. Alors on va pas revenir sur COP26, COP27, encore, quoi qu'il y a encore beaucoup de choses à raconter, encore même dans celles qui se pressentent. Mais peut-être parler des... Vous estimez que les mesures prises contre les effets du réchauffement climatique ne sont pas vraiment à la hauteur des enjeux aujourd'hui, que les modèles économiques actuels ne sont pas compatibles avec les efforts requis pour faire face aux chocs à venir. Et alors justement, comment il va falloir faire évoluer nos modèles économiques? Vous allez nous tirer la sonnette d'alarme encore plus fort et puis on l'espère encourager tout le monde à bouger encore plus vite. C'est ça l'idée? Ouais. De toute façon, il suffit de regarder les chiffres. Le GIEC nous dit quoi? C'était le 6e rapport. Là. Ils ont édité le 6e rapport. Il a publié le 6e rapport il n'y a pas longtemps. Et quand on écoute bien ces gens-là, c'est quand même pas loin de 2000 chercheurs dans le monde qui observent les effets du changement climatique d'un point de vue scientifique. Donc les fameux ppm de CO2 dans l'atmosphère. Donc on est à 417. Au début de l'ère industrielle, on était à 280. Et les gens du GIEC, ils nous disent, voilà, si on veut rester sous les 1,5 degré de réchauffement moyen, on est déjà à 1,2 degré et on voit déjà le bazar que ça crée, 1,2 degré en termes de dérèglement climatique. Il ne nous reste plus à émettre au niveau planétaire, au niveau mondial, 400 gigatonnes de CO2. Donc on en a déjà émis à peu près 2360 gigatonnes. Donc 400 gigatonnes, alors vous allez dire, OK, so what? Jusqu'à quand? Jusqu'à 2100. Sauf qu'au rythme actuel des émissions mondiales, donc c'est pas que la France, c'est tous les pays, dans 10 ans, on aura mangé ce budget des 400. Donc on sera déjà à 1,5 degré en 2032. Mmh. Et donc au rythme actuel, si on continue sans rien changer, on va breaker les 2 degrés en 2040 à peu près, donc 60 ans avant l'objectif. Et sur la trajectoire actuelle, on sera en hypothèse basse à 2,7 degrés de réchauffement moyen, il n'y a que 2,5 degrés en hypothèse la pire. Et on est sur l'hypothèse la pire aujourd'hui. Ouais. C'est-à-dire les 3/5 de l'humanité inhabitable d'ici 2100, avec la chaleur humide, avec les migrants climatiques, avec tout le bazar. C'est ça, en fait, qu'on est en train de faire, tout simplement. Alors, vous allez me dire, la France, c'est 1% des émissions mondiales. Oui, mais en émissions cumulées depuis le début de l'ère industrielle, on est 13e. 13e pays le plus pollueur du monde. Et on est 1% en émissions directes, mais en fait, on achète tout un tas de produits électroniques. Et ici, vous savez de quoi on parle, qu'on ne fabrique plus en Europe depuis belle lurette. Et donc, l'empreinte carbone d'un Français moyen, c'est 10 tonnes, alors qu'on devrait être à 2 tonnes. Donc voilà, je peux continuer les chiffres longtemps. Donc, on n'y est pas du tout. Là, ce qu'on fait en matière de RSE, on est du niveau de l'anecdotique greenwashing. Et quand je parlais des modèles économiques, il faut vraiment s'interroger sur comment on peut faire bouger les choses, parce qu'on peut faire bouger les choses. Oui, parce que sinon ce serait désespérant. Donc on m'a dit qu'il ne fallait pas baisser le moral des gens là, mais bon, c'est mal barré déjà. Il ne fallait pas m'inviter. Donc donc chez Bouygues, comme ailleurs, moi je suis une petite entreprise familiale, on se dit, mais comment on fait pour rester vivant dans un bazar comme ça? Parce que finalement aujourd'hui, plus on pollue, plus on gagne d'argent. Oui, parce que qu'est-ce que c'est que le business? Le business, c'est des matières transformées avec de l'énergie, des convertisseurs. Et plus on met une machine en route, et plus on crée de la valeur, parce que c'est pas nous qui bossons, on fait bosser des machines à notre place. Et sauf que les machines, elles sont alimentées par des croquettes qui s'appellent l'énergie. Et aujourd'hui, le mix mondial, il est à 83% carboné. 83% carboné. Alors en France, on est un peu mieux sur l'électricité, mais on n'est pas des enfants de la vertu, parce que de toute façon, 70% du mixte français, c'est aussi des fossiles. Parce qu'il n'y a pas que l'électricité dans l'énergie, il y a pour le transport, il y a pour l'agriculture, etc. Donc, se dire, c'est pas grave, on va remplacer tout le fossile par des énergies renouvelables, oui, mais ça ne va pas le faire. Ça ne va pas le faire parce que, comme ça a été dit par le monsieur ici, là, il n'y a pas que le climat, il y a aussi l'extraction des ressources. Et pour faire des convertisseurs en énergie renouvelable, il faut des métaux. Et si on veut mettre en place des centrales de production ENR pour remplacer les centrales thermiques, déjà les ENR, pas de pause, c'est de l'intermittent. Donc ça ne va pas fonctionner tout le temps. Donc il va falloir mettre du stockage. Et tout ça, ça va consommer énormément de métaux. Donc dans les projections qui sont faites aujourd'hui par les pays de remplacer le mix fossile par du mix ENR, ça va revenir en fait à consommer plus de métaux entre maintenant et 2050 que ce qu'on en a consommé depuis l'Antiquité. Avec des dégâts, parce que l'industrie minière, ce n'est pas les plus propres de la Terre. Donc rien que pour le lithium, rien que pour ça, c'est x21 qu'il faut qu'on arrive à faire pour les voitures électriques. Pour le cuivre, c'est x19, alors que les mines de cuivre sont déjà au pic d'extraction.
Donc il faut arrêter de raconter n'importe quoi. Il va bien falloir qu'on se mette dans la tête qu'il faut qu'on change effectivement nos modèles d'affaires, nos modèles de société, parce que la sobriété, si on ne veut pas qu'elle soit subie, il va falloir qu'on la choisisse un peu. C'est pas dogmatique de dire ça, c'est juste mathématique. Qu'on vient de nous démontrer le contraire au Shift Project, et puis on est prêt à discuter. Mais sauf que quand on fait les calculs dans tous les sens, ça passe pas. Donc le Club de Rome nous l'avait déjà dit, hein, le rapport Meadows aussi. Bon, on l'a complètement ignoré, on a été drogués aux énergies fossiles qui nous ont rendu tout un tas de services extraordinaires, qui nous ont amélioré notre confort matériel comme jamais, qui nous ont augmenté l'espérance de vie, et ça c'est formidable. Alors personne n'a envie de revenir aux dentistes des années 80 et au confort matériel du Moyen-Âge, hein, personne. Hein. Mais il va falloir quand même qu'on change de mode de vie d'une façon assez radicale. Et donc, travailler sur les modèles d'affaires. Alors ce soir, on est dans cet environnement IT avec Numéum. Et alors justement, comment faire pour réduire l'empreinte de carbone au niveau de l'IT? Alors on parle de Green IT, d'une part, de IT for Green. Là, on voit qu'il y a aussi beaucoup à faire. On dit toujours que le numérique, c'est 4% des mais c'est émissions 4%, mondiales. Mais c'est 9% d'augmentation annuelle. C'est ça, c'est 9% de consommation énergétique. Ça pue l'amour, ça. Oui. Ben déjà, c'est la première question qu'il faut qu'on se pose, c'est en ai-je vraiment besoin? Voilà, ça s'appelle la sobriété. Est-ce que le problème dans le numérique, comme dans tous les systèmes techniques, c'est pas le problème. Alors, c'est pas le problème de l'efficacité énergétique, parce que c'est vraiment s'il y a vraiment une industrie qui a progressé en matière d'efficacité énergétique, c'est précisément le numérique. Hein, les processeurs d'aujourd'hui, on arrive à faire beaucoup plus de calculs que les processeurs des premières générations. Hein, je dis souvent, on a une petite filiale dans le groupe Bouygues qui s'appelle Bouygues Télécom. La 1G consommait plus que la 2G par unité de data transportée, que la 3G, que la 4G, que la 5G. Sauf que plus on progresse dans ces technologies, ce qu'on gagne en intensité, on le perd en volume. Et ça, c'est vrai dans toutes les technologies. Ça s'appelle le paradoxe de Givens. Donc l'efficacité énergétique, c'est bien, il faut continuer d'être de plus en plus efficace. Mais si on ne met pas de la sobriété, on ne va pas y arriver. Sobriété, c'est-à-dire qu'on se donne des limites et ensuite on travaille des limites, des seuils à ne pas dépasser en consommation énergétique. Puis après, on travaille à mettre l'intelligence, le génie humain, votre génie, à la mise en place de démarches d'amélioration continue pour progresser, mais par rapport à des seuils qu'on refuse de dépasser. Parce que de toute façon, il va falloir qu'on fasse moins 6% d'émissions de gaz à effet de serre par an. Moins 6, c'est ce qu'on a eu pendant le Covid en 2020. C'est ce qu'il faut qu'on fasse pendant 60 ans si on veut maintenir le climat pas trop déréglé, parce qu'il n'y aura pas de retour en arrière. Ça aussi, on ne l'a peut-être pas dit, mais ça va, même quand le jour où on va arrêter d'émettre du CO2, 2 ans après, ça ne va pas revenir comme avant. Hein. Le climat d'aujourd'hui, il est perdu pour toujours. L'été 2022, ça sera un été frais en 2030. Il faut avoir conscience de ça. Et même si on arrêtait d'émettre aujourd'hui, pendant 20 ans, ça va dériver encore, avant éventuellement de se stabiliser si on arrête d'émettre. Et l'objectif, c'est de faire net zéro émission en 2050, dans 28 ans. Donc il faut arrêter de raconter des carabistouilles. Hein, il faut regarder la vérité en face. Donc pour le numérique, il y a 1000 trucs à faire, bien sûr. C'est déjà la sobriété, c'est dire est-ce que vraiment tous les logiciels, toutes les applications, tout ce qu'on fait, est-ce que c'est vraiment utile au bien commun? Est-ce que c'est important? Est-ce que c'est vraiment, il faut continuer de le faire? Déjà, c'est cette question-là. Puis ensuite, bien sûr, il faut, alors ça, vous le savez déjà, hein, il faut faire qu'on fasse durer la durée de vie des devices, parce que dans un smartphone, l'empreinte carbone, ce n'est pas l'utilisation, c'est la fabrication. Donc, essayez de voir avec ceux qui fabriquent ces machins-là, au lieu de les garder 2 ans, les garder 5 ans, 6 ans, 7 ans. Donc, l'obsolescence programmée qu'on a fait, y compris dans les logiciels, il faut peut-être revoir un peu ces façons de faire. Donc, si on ne va pas faire un cours sur le Green IT, mais il y a tout un tas de trucs à faire, et que si on le faisait tous, ça serait bien. Et puis après, il y a l'IT for Green, bien sûr. C'est de dire comment vous allez pouvoir aider vos clients à décarboner leur modèle d'affaires. Attendez, on ne veut pas les avoir. Si, bien sûr qu'on peut les avoir, c'est pas compliqué. Il faut juste avoir. C'est comme quand on est trop gros, il y a des fois on a peur de se peser. D'avoir peur de se peser, ça ne fait pas maigrir. Hein. Mais c'est pareil. Hein. Alors, sur les initiatives, tiens, pour parler et pour conclure là-dessus, pour parler du C3D, du Shift Project, c'est quoi les initiatives que vous mettez en avant, justement, par rapport à alors, ce qu'on met en avant, déjà au C3D, donc on a écrit un bouquin avec ma complice, la Céline Puffer-Dishvili, qui s'appelle l'entreprise contributive, qui est le fruit, en fait, d'une analyse qu'on a faite avec elle depuis des années sur le fait qu'il y a quand même pas mal d'entreprises qui commencent à shifter, qui commencent à sortir du modèle linéaire pour aller vers un modèle d'économie de la fonctionnalité basé sur l'usage. Si vous voulez en savoir plus, lisez le bouquin, ça s'appelle Entreprise contributive, hein, concilier monde des affaires et limites planétaires.
Et puis au Shift Project, donc on a donc publié il n'y a pas longtemps le PTEF, le plan de transformation de l'économie française, qui se vend très bien d'ailleurs aussi, et qui est un guide pour aider les décideurs publics, surtout, pour qu'est-ce qu'il faudrait faire dans l'automobile, dans l'IT, dans le bâtiment, pour véritablement faire en sorte qu'en France, on se mette dans une trajectoire de décarbonation basée sur la science, crédible. En arrêtant de raconter toutes les conneries, la croissance verte, du découpage, tout ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Donc, il va falloir qu'on fasse aussi preuve de lucidité sur le fait que on ne pourra pas croître à l'infini avec des ressources qui sont finies en ressources. Tous ceux qui disent ça sont des menteurs. C'est grave de mentir à ses enfants. Donc, il faut faire preuve de lucidité. Donc, lucidité, ça ne veut pas dire abandon de notre confort matériel, pas du tout, mais ça veut dire faire preuve de courage et de regarder réellement les choses en face et surtout le temps qui nous reste pour agir. Très, très peu de temps. Et puis de bon sens aussi j'imagine. Juste un dernier mot. J'avais lu une fois vous déclarer que nous devons modifier les modes de consommation des citoyens et réinventer le narratif du vivre ensemble sans carbone. Bah ouais. Donc il va falloir rendre désirable un monde décarboné où on va aller moins vite, on va consommer moins, c'est vrai. Et pour pas que ça apparaisse comme une punition, il va falloir qu'on invente en fait ces nouveaux modèles, ces nouveaux modes de vie où on va aller moins loin en vacances, on va acheter moins de produits électroniques, on va acheter moins. Ouais, je vais donner l'exemple des fringues. L'industrie textile. En 1991, l'industrie textile globale planétaire, 7,5 milliards de pièces fabriquées dans l'année. 2022, 100 milliards de pièces. Moi, je ne me rappelle pas qu'en 91, je vivais à poil. Franchement. Donc, alors, en ai-je vraiment besoin? Donc, c'est ça la sobriété, en fait. C'est de faire preuve de lucidité. Il y a tout un tas de trucs qu'il va falloir qu'on réduise d'une façon ou d'une autre, tout en essayant de continuer de bien vivre. Et bien, ça, c'est pas impossible. C'est pas impossible. Réfléchissez à tout ça. Eh bien, merci encore, Fabrice, d'avoir été avec nous ce soir. Merci infiniment.